Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés, un podcast associé au Rubicon, réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI, avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Dublin et aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Zone d'affrontement, le format du podcast qui est consacré, plus ou moins consacré aux questions liées au terrorisme, au djihadisme et notamment au Sahel. J'ai le plaisir de recevoir le co-animateur avec moi de ce format, Wassim Nass, journaliste à France 24. Bonjour Wassim. Bonjour. Je veux dire, non, c'est intéressant, c'est un format qu'on a lancé, je sais pas quoi, ça fait plusieurs mois, on se disait, c'est bien de parler un peu du Sahel, parce que les gens vont complètement oublier que ça existe, maintenant qu'il n'y a plus les armées françaises, etc., ça va complètement sortir du radar, alors que c'est important. Le fait est que depuis, les choses s'accélèrent quand même très vite, ce qui fait que les gens se souviennent quand même que ça existe, parce qu'il y a des développements majeurs encore jusqu'à la semaine dernière. Donc c'est un théâtre qui sort pas tant que ça de l'actualité, mais néanmoins c'est intéressant d'y plonger peut-être un peu différemment de la plupart de ce qu'on entend dans les médias, c'est-à-dire de prendre le temps à la fois de plonger dans comment ça se passe d'un point de vue militaire et quelles sont les implications pour tous ces groupes terroristes qui sont assez complexes et qui ont un passif assez complexe et voir d'où ça vient, ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle. Donc évidemment on enregistre ça, c'est un peu plus d'une semaine après les grosses attaques au Mali du 25 avril, qui sont des attaques combinées, assez inédites, entre le FLA, donc les indépendantistes de l'Azawad du nord du Mali, et le JNIM, donc la filière plus ou moins d'Al-Qaïda dans le Sahel. Ce qui est en soi déjà très intéressant, donc c'est deux groupes qui ont un passif assez lourd, assez long, qui ont un accord que vous aviez révélé il y a un peu plus d'un an maintenant, mais qui n'était pas évident. Donc peut-être, pour recommencer, pour replacer les choses avant d'en arriver directement aux attaques de la semaine dernière, c'est quoi le passif ? C'est quoi les relations entre le FLA, donc le Front de Libération de l'Azawad, dont l'une des principales composantes c'est le MNLA, et JNIM, disons, au sens large ? Pour ne pas revenir très longtemps, disons, dans le temps, revenons juste à l'épisode de 2012, donc, qui est dans l'esprit de tout le monde, et la prise du nord, donc du Mali, par les mouvements rebelles, donc du nord, à majorité Touareg, donc pas que Touareg, mais à majorité Touareg, en ayant noué une alliance avec plusieurs groupes et groupuscules djihadistes à l'époque. Donc c'était une alliance tactique de circonstances. Et l'intérêt de le rappeler, c'est qu'on va l'opposer à ce qui s'est fait à l'alliance qui s'est faite maintenant. Donc ça, c'est 2012 qui, évidemment, amène plus ou moins directement 2013 et l'intervention française par Serval. Exactement. Et ce qui a amené l'intervention française, donc 2013, et peut-être c'est pas dans l'esprit de tout le monde, c'est qu'en fait le Nord, à la base, était pris donc à travers cette alliance tactique entre mouvements rebelles et mouvements djihadistes et islamistes à l'époque. C'est qu'à un certain moment, une fois qu'ils aient pris les localités les plus importantes, Kidal, Tombouctou, Tessalit, etc., et ben là, les mouvements djihadistes se sont retournés contre les mouvements rebelles et ils les ont chassés des villes. Et donc, tout le Nord est tombé sous domination djihadiste, et en particulier, le groupe le plus important, c'était AQMI. Ils n'étaient pas seuls, mais le groupe le plus important était AQMI, avec des commandants... C'était avant la fondation de JNIM, qui est un remaniement un peu d'AQMI, mais en voulant l'ouvrir, en voulant le remanier. Mais fondamentalement, il y a une généalogie entre AQMI et JNIM. Effectivement. Donc le JNIM, si vous voulez, c'est donc 2017, l'annonce publique avril 2017, donc créé début 2017. Et en fait, c'était une percée stratégique. À l'époque, on en a parlé ici. C'était la volonté de Droukdel, donc l'ancien chef d'AQMI, qui a été tué par les forces françaises au Mali, mais la volonté aussi d'Orhan Nabi, qui était le chef de Sachoura, de dire qu'il fallait créer un groupe plus ancré au Mali, de 1, et la percée conceptuelle de l'époque, c'était pour la première fois, on avait un groupe djihadiste qui, avec à sa tête, il avait donc Iyad Aghali, qui est une personnalité touareg, donc c'était pas un arabe, mais qui avait comme second une personnalité peul, d'où l'intérêt aujourd'hui de la descente vers le golfe de Guinée, etc., et un troisième représentant d'AQMI. Donc ce groupe JNIM dépendait d'AQMI à l'époque, et il a été créé à dessein, donc pour qu'il soit intégrable, disons, dans la géographie malienne, mais pas que, intégrable, mais aussi pour que ce groupe évite les erreurs qui ont été commises donc
par AQMI et les groupes qui tournaient dans son orbite en 2012. Donc pourquoi ce rappel est important? Parce que beaucoup de gens oublient aussi, par exemple, que l'application très dure de la charia en 2012 au Nord Mali, qui était appliquée par les katibas islamistes et djihadistes au Nord, ce n'était pas forcément la volonté d'AQMI. Parce qu'on a retrouvé des documents, on a retrouvé des lettres où, par exemple, Feu Drogdel appelait à préserver, ou du moins à laisser tranquille les mausolées de Tombouctou. Donc, qui ont été détruites par un de ses lieutenants qui est aujourd'hui jugé à la CPI. Là, alors on parle, je pense que sa condamnation a été confirmée. Donc, mais il n'a pas été écouté. Donc, l'idée, c'était de faire un groupe ethniquement compatible avec la zone, avec plus de locaux, mais aussi qui prend en considération la situation locale au Nord Mali, sans tomber dans les écarts et les écueils de ce qui s'est passé avant. Et pour le coup, ils ont réussi, parce qu'ils ont créé un groupe pour la première fois transethnique, même quand on ne parle pas des groupes forcément djihadistes. Par exemple, je disais Drogdel tué par une opération française, avec lui, il y avait un prédicateur dogon. C'est-à-dire ça, c'est à noter. Flanqué d'un Peul, donc Mohamed Koufa ou Amadoun Koufa, qui quand même a assuré au groupe un recrutement assez important parmi les populations Peul sur 3 pays. Donc Niger, Mali et Burkina Faso. Donc ceci dit, pour revenir à notre affaire aujourd'hui, c'est que l'alliance à l'époque avec le FLA, c'était une alliance tactique qui n'a pas tenu dans le temps, et depuis, la dette de sang entre les deux groupes n'a cessé d'augmenter. Donc l'animosité entre le MNLA, qui est principal composant du FLA, parce qu'ils ont changé de nom plusieurs fois, et entre Yadagali, entre Bilal Aga Cherif et Yadagali, donc chef du MNLA plus chef du JNIM, c'était une dette très lourde. Ils n'ont cessé de se combattre. Dernier combat important entre les deux, c'était avril 2024, donc il n'y a pas si longtemps que ça, des dizaines de morts dans une forêt à la frontière avec la Mauritanie. Et pourquoi? Parce que les membres, à l'époque, ça ne s'appelait pas encore le FLA, mais les membres de la rébellion du Nord voulaient contourner des positions de l'armée malienne pour s'attaquer à l'armée malienne avec un contournement, une tenaille. Et ils devaient passer par le territoire du JNIM. Et sauf que le JNIM ne les a pas laissés passer. Et il y a eu un combat, il y a eu des dizaines de morts et du matériel pris, etc. etc. Et on peut préciser, on peut rappeler que c'est aussi, ça a été un peu l'analyse et le pari fait par les Français, notamment au moment de Barkhane, de continuer de jouer sur cette rivalité, d'appuyer sur ce détachement en essayant d'avoir un dialogue avec les mouvements séparatistes du Nord, donc type FLA, qui est quelque chose qui a été pour le coup très mal vécu par des pans de la population malienne, notamment plutôt du sud, plutôt urbaine, avec l'idée vous dialoguez avec des terroristes, etc. Ce qui a ensuite été monté en épingle par la campagne de désinformation, notamment soutenue par les Russes, même s'ils n'ont rien inventé du tout là-dedans. Mais tout ça pour dire que l'articulation, la liaison entre les Touaregs de l'Azawad, disons, et JNIM, c'est un point central aussi bien de la première campagne que de l'action française sur place, que de aujourd'hui ce qui se passe. Est-ce cette tension, cette rivalité ou cette convergence de vues, c'est quelque chose de stratégiquement absolument central à l'échelle du Mali, quoi. C'est très important parce qu'en fait, les forces françaises se sont appuyées sur des forces locales pour combattre les djihadistes, qui avaient une teinture à l'époque encore, plus étrangère que locale. Mais le fait d'avoir éliminé aussi les chefs qui étaient étrangers, ça a aussi contribué au fait que la création du JNIM soit possible. Parce qu'en éliminant les têtes dures, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui n'ont pas respecté les directives de Drogdel en 2012, et qui en gros ont fait ce qu'ils voulaient, en éliminant ces têtes dures, de fait, ou par ricochet, les opérations françaises ont favorisé une sorte de création d'un groupe uni, où il y avait un chef qui s'appelait Yadgali, et les autres l'écoutaient. Parce que si Mourtal Ben Mourtal était encore vivant, je ne sais pas si le JNIM aurait pu être créé comme ça, en tout cas. Donc Mokhtar Ben Mokhtar, qui est le fondateur historique de AQMI, qui vient... Un des fondateurs. Historiques, mais qui lui vient plutôt de l'époque algérienne, du djihadisme algérien au moment de la guerre civile. Bon, ça, c'est vraiment la genèse, c'est de ces gens-là qui sont descendus. Mais c'est aussi, là, on reparlera, je pense, de la question de l'Algérie, parce que les indépendantistes de l'Azawad ont, si ce n'est une protection, au moins ont une possibilité d'aller un peu dans le sud algérien, ce qui fait de l'Algérie, disons, un acteur au moins indirect dans tout ça. Et on a vu des tensions entre la junte malienne et l'Algérie sur ces questions-là il y a quelques mois. Il ne faut pas non plus exagérer la bienveillance de l'Algérie vis-à-vis de ces mouvements.
parce que c'est un rapport de force aussi. Je vous rappelle un épisode qui s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça. C'était le FLA, par exemple, qui a empêché, en tout cas, qui a libéré un otage espagnol avant qu'il n'arrive entre les mains de l'État islamique. Donc c'est une opération du FLA. Et la libération devait se faire en Algérie. Elle s'est faite en Algérie. Mais les Algériens ne voulaient pas du tout que le FLA ait un crédit pour cela. Donc ce sont des rapports de force quand même. Même quand il y a eu des combats et des bombardements à Tinzouaten, je rappelle, l'Algérie a pris certes certains blessés, mais à un certain moment a décidé de fermer la frontière. Donc ce sont des rapports de force. Ce n'est pas des rapports de bienveillance non intéressée. Ce sont des rapports de force. Donc ça, il faut bien le garder en tête, parce que si vraiment l'Algérie voulait aider ces mouvances-là, elle les aurait aidés militairement, et ce n'est vraiment pas le cas. Ce n'est vraiment pas le cas. Et par ailleurs, si vous voulez, les accords d'Alger, disons, ont forcé la main aussi au mouvement rebelle du Nord. Donc les accords de 2015 qui ont été dénoncés par Bamako en 2024, ce qui a déclenché toute cette guerre. Et juste pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure... C'est des accords entre les indépendantistes du Nord et le régime malien, favorisés par l'Algérie, aussi par la France, etc., avec l'idée de trouver un modus vivendi pour arrêter avec tout ça. Et pourquoi ? Eh bien, pour que tout ce beau monde se concentre à combattre le JNIM, n'est-ce pas ? Donc, retrait des Français en 2022, les Russes arrivent dans la danse, et comme vous l'avez rappelé, ce qui occupait l'esprit des autorités à Bamako, c'était récupérer Kidal de force et dénoncer les accords. Donc, du moment où ils ont dénoncé les accords, et ils ont qualifié les rebelles de terroristes, et ben, les rebelles n'ont plus aucun mal à s'allier ouvertement avec le JNIM et à dire, soit, si on est qualifié de terroriste et les accords sont dénoncés, on va s'allier ouvertement avec le JNIM, parce que quoi qu'on fasse, les résultats sont les mêmes. Ils ont perdu Kidal, novembre 2023, seul fait d'armes de Wagner quand même au Mali. Et après, Wagner a voulu pousser son avantage. Ils ont aussi fait quelques massacres dans des marchés. Mais j'appellerais pas ça des faits d'armes. Non, moi non plus. Voilà. Et donc ils ont fait des massacres. Ça, on en a parlé ici aussi. Ça a contribué aussi à renflouer les rangs des djihadistes. Mais ça, c'est une formule, disons entre guillemets, classique. Mais en fait, Wagner a voulu pousser son avantage encore plus. Donc concentration de l'effort militaire au nord contre les rebelles, parce que les rebelles constituaient en tout cas une menace, disons, viable aux autorités de Bamako. Parce que Bamako dit personne ne va soutenir les djihadistes. Mais les rebelles sont susceptibles d'avoir un soutien. Donc il faut se débarrasser d'eux en premier lieu. Ça fait l'affaire aussi de la propagande, disons, populiste. On a récupéré Kidal, c'était à cause de la France, etc. Mais Wagner a essayé de pousser son avantage avec Tinzouaten, où là-bas, il y a eu un grand massacre dans les rangs de Wagner. Donc ça, c'est l'été 2024. Exactement, où il y a eu... Donc ça s'est passé sur 3 jours. Les 2 premiers jours, c'était que les rebelles qui s'attaquaient au convoi de Wagner. Le dernier jour, ils sont tombés dans le territoire du JNIM, et ça, les JNIM les a finis. Il y a eu plus de 58 morts, etc. Donc, c'est là que Wagner... aussi des soldats maliens, je crois. Il y a plus de 80 soldats maliens. Absolument. Une cinquantaine de Russes et 80 soldats maliens morts. Et c'est là que Wagner n'est plus Wagner. Et c'est devenu Africa Corp. C'est des vieilles recettes publicitaires, c'est pour faut changer la marque. Voilà, exactement. Et donc, choisir Africa Corps comme marque, c'est un choix, disons, discutable. Vous savez, les goûts et les couleurs. Oui, voilà. Surtout les goûts historiques de Wagner, c'est voilà. Et donc, ceci dit, pour revenir à notre affaire là, pourquoi cette coordination entre FLA et JNIM, ils se sont retrouvés dans une position où ils devaient se mettre d'accord pour faire une sorte de déconfliction, parce qu'ils se marchaient les uns sur les autres, en ayant perdu les grandes villes du Nord, etc. Donc, ne serait-ce qu'en termes opérationnels. Donc, ils ont fait ça. Ils ont fait des sortes de comités chariatiques pour régler les conflits entre eux déjà. Et ils se sont mis d'accord sur les grandes lignes. Et ça, on est en février 2025. Et ça, vous l'avez déjà dit à ce micro, vous l'avez écrit aussi, qu'il y a toute une question qui est la charia, quoi. Exactement. Bon, JNIM, c'est un truc pour tout le monde. Mais il y a encore l'État islamique à l'autre spectre dont on reparlera, qui disent, de toute façon, aucun d'entre eux n'applique la charia de manière suffisante. Mais disons, entre JNIM et le FLA, on peut dire c'est des mouvements pas particulièrement religieux à la base, souvent qualifiés de laïcs. Disons, c'est quoi leur position et c'est quoi leur compatibilité avec les exigences de JNIM d'un point de vue chariatique, ou en tout cas d'un point de vue de la gouvernance, quoi.
Très bien, mais il y a laïque et laïque. C'est-à-dire la laïcité dans ces pays, c'est pas la laïcité, voilà, c'est pas la laïcité à l'européenne. Bon, même au Levant, le Parti communiste, bon, il n'était pas aussi communiste que ça. Il y avait toujours référence à Dieu. Donc, mais pour dire les choses comme elles étaient, pendant la présence française, d'accord, les opérations Barkhane, dans toutes les zones rurales reculées, hors ville, la charia a été appliquée. Mais c'est quoi l'application de la charia? Ça veut dire de manière coutumière. Ça veut dire que ce sont des juges islamiques qui jugent en l'absence de la justice malienne, en son absence, ou à cause de sa corruption. Donc AQMI et même JNIM avaient fait des directives en disant aux gens, à ces gens, vous ne pouvez pas imposer l'application de la charia aux gens parce qu'on n'est pas dans une période de gouvernance. Sauf que, et ça c'est documenté, ce sont les gens qui sont allés vers le JNIM en lui disant, on a un différend autour de ce puits d'eau, on a un différend autour de ce troupeau de bétail, il faut régler le problème. Et donc, même quand c'est des juges locaux, coutumiers, qui ne sont pas encartés chez le JNIM, qui jugeaient, ben, il fallait bien que quelqu'un enforce. Ça veut dire une force de coercition, fasse appliquer. Et en l'absence de l'État, ben, c'est le JNIM. Et ça, rappelons, enfin, on peut faire référence, comme toujours quand on parle de ça, aux travaux d'Ador Bashko sur l'Afghanistan et sur excellente référence. Et sur la manière dont les talibans ont énormément gagné en influence et en territoire par des juges, par l'application de la justice, une justice qui est ce qu'elle était, mais qui était toujours mieux pour les gens sur place que l'absence de justice ou la justice corrompue sous domination plus ou moins occidentale. Et donc voilà, c'est aussi par le fait et par la restauration, enfin par l'application de fonctions régaliennes de base que les gens veulent, notamment la justice, qui prennent du terrain. Et donc quand on parle d'application de la charia, on parle de ça. Parce que le JNIM, en tout cas depuis sa création, il n'y a jamais eu une application telle ce qui était appliqué en 2012 par AQMI, donc la destruction des mausolées, on coupait des mains et des têtes. Ce qui est par ailleurs à toujours cours à Ménaka, donc dans le secteur de Ménaka, dans les zones contrôlées par l'État islamique, où des sorciers sont exécutés, en tout cas des gens qualifiés de sorciers sont exécutés, où les voleurs se voient couper une main et un pied, etc. Donc à titre d'exemple, j'ai donné souvent cet exemple dernièrement, il y a eu une affaire de ce qu'ils se disent coupeurs de route autour de Tombouctou, même si le JNIM ne contrôle pas la ville de Tombouctou, ce n'est pas le cas toujours, alors on parle, hein, mais autour de la ville, il y avait ce qu'ils appellent des bandits, quoi, des grands chemins, et ben ils ne les ont pas exécutés, ils les ont interdits de la zone pendant 6 mois. Donc il y a les préceptes, disons, de la charia, et il y a après l'application. Et là, tout se fait aussi, vous l'avez mentionné, on va le redire, tout se fait en opposition à l'autre acteur qui est absent en grande partie de l'analyse de ce qui se passe actuellement, et ben l'État islamique. L'État islamique qui donc tient pas la ville, mais la zone de Ménaka, donc vraiment dans l'est du Mali. Voilà, et où il a un vrai sanctuaire avec une capacité de détenir des otages, dont une Australienne, une Suissesse et le pilote américain, tous pris au Niger, pour les 2 femmes à Agadez et pour le pilote à 140 ou 150 mètres du palais présidentiel à Niamey. Et qui dit capacité d'avoir des otages dans une zone, ça veut dire capacité de les maintenir en vie, de les soigner, de les déplacer, donc une logistique. Donc c'est une zone qu'il contrôle. Sinon, il n'aurait pas eu cette capacité de tenir des otages. Et simplement pour revenir une seconde sur le FLA, donc c'est pas forcément ce qu'ils feraient s'ils étaient tout seuls dans la région, dans l'Azawad. Par contre, pas d'objection majeure à cette gouvernance que JNIM veut mettre en place dans ces régions-là. Oui, mais il y a une raison à cela. Parce que si on revient avant, pour les raisons même de l'accord. Donc, le FLA et ses ancêtres réclament l'indépendance du territoire qui s'appelle Azawad. Bon. Le JNIM est venu avec un argumentaire en leur disant « Créer un nouveau pays, ça ne sera pas acceptable ni pour les pays de la région, ni pour la communauté internationale. Ce qui serait de l'ordre de l'acceptable, c'est une autonomie. » Un pays par ailleurs avec des ressources pour le moins limitées. Oui, donc c'est impossible de changer les frontières, même avant de parler de ressources. Donc, si vous voulez le JNIM qui s'adresse au FLA. Si vous voulez une certaine autonomie, ben, il faut que cette junte tombe pour revenir à la situation pré-accord, ou à la situation des accords de 2015 à minima, le DDR, etc. Mais si vous voulez que cette junte tombe, ben, il faut que tout le JNIM s'implique. Donc tout le JNIM dans toutes ses composantes. Donc, la majorité des combattants, des djihadistes, sont Peuls. Les Peuls ne vont pas se battre pour l'indépendance de l'Azawad. Même le JNIM va pas se battre. C'est plutôt des Touaregs. Voilà, même le JNIM, avec ses composants Touaregs, Arabes, etc., va pas se battre pour l'indépendance de l'Azawad. Il dénonce même cela. Pour lui, ça n'a pas lieu d'être. Mais il se battrait pour la charia. Donc le deal, c'était ça. C'est une sorte de triangulaire.
Donc vous acceptez l'application de la charia, donc on peut s'allier avec vous, ce qui a été dit aussi dans les derniers communiqués du JNIM très, très ouvertement, alors qu'il est qualifié d'apostat il y a encore quelques années. Et donc du coup, tout le JNIM se bat pour vous, et donc on peut arriver à faire une opération coordonnée sur tout le pays. Et c'est exactement ce qui a été mis en application, parce que la pression qui a été mise par le JNIM, donc par la composante Peul, la majorité Peul du JNIM, dans le centre, Bamako, Kati et ailleurs dans le pays, a fait que les autorités maliennes et l'Africa Corp ont été obligés de faire des choix. Et donc le choix d'abandonner le Nord et de concentrer sur la tâche première, qui est la préservation du pouvoir. Et donc donc chacun a trouvé son intérêt. Le FLA a dit, quoi qu'il arrive, la charia est déjà appliquée de manière coutumière, acceptable. Ce n'est pas étranger aux populations quand on ne parle pas des zones urbaines, hein, soyons clairs. Et si on veut chasser l'armée malienne, plus l'Afrique du Nord, on ne pourra pas le faire seul. Il faut que la pression, pour faire une diversion des forces, il faut que la pression soit mise aussi sur le centre et sur Bamako. Et pour convaincre le régime, on doit accepter. Et donc tout le monde était gagnant, entre guillemets, dans cette triangulaire, et c'est pour ça que l'accord a eu lieu, et on attendait de voir... c'est l'accord il y a 1 an à peu près, oui, dont on ne savait pas exactement en quoi il allait consister, c'est-à-dire... Si, on savait en quoi... comment ça allait se matérialiser. Voilà, exactement. On avait ce qui était sur le papier, et ça, les auditeurs peuvent y revenir dans ce que j'ai publié à France 24, ou même ce qu'on a dit ici ensemble, par ailleurs. Et là, on a vu l'application. Mais en même temps, on a vu l'application militaire, qui a marché. Donc, militairement, ça a marché. Mais on n'a pas encore vu l'application politique. Alors revenons-y, donc militairement, donc ça, on en arrive aux événements de la semaine dernière, donc du week-end du 25, quoi. Parlons de l'opération. Parce que c'est un peu le problème avec ces trucs-là, à part quand on parle avec vous, tout le monde a une sorte de truc un peu flou, il y a eu des combats, des gens ont gagné, des gens ont perdu, des Russes sont morts, etc. Non mais c'est vrai, ouais. Concrètement, comment ça s'est passé? Quel type d'opération militaire est-ce que ça a été? Avec quels moyens et avec quelle coordination exactement entre le FLA et JNIM, qui sont des forces qui ne sont pas habituées à opérer ensemble pour des bonnes raisons, parce qu'ils se sont mis sur la gueule depuis une décennie bientôt. Donc voilà, comment est-ce qu'ils ont monté cette opération et qu'est-ce qui a marché en gros? Avant d'arriver à cette phase-là, rappelons que sur l'année écoulée, il y a eu des coopérations, disons des sortes de tests. Par exemple, on a vu les premiers IED dans le secteur d'Aguelog contre Africa Corp et armée malienne, mais par le FLA. Donc le FLA qui n'a pas normalement d'artificiers. Donc des artificiers du JNIM ont été prêtés. Dans d'autres secteurs, on a vu des compétences du FLA prêtées au JNIM en termes, par exemple, de mortiers. Parce que le FLA a, disons, une compétence plus manœuvrière, plus habituelle, plus traditionnelle. Sur des trucs précis. Et JNIM a un truc plus terroriste, classique, des savoir-faire plus terroristes. Par exemple, le FLA a une capacité que le JNIM n'a pas, c'est les FPV explosifs. C'est les drones explosifs. Parce que c'est difficile à maîtriser. Il a acquis une certaine maîtrise, mais qui n'est pas non plus... pas des Ukrainiens non plus. Exactement, tu as lu dans mes pensées. Et par ailleurs, c'est l'occasion de rappeler, par exemple, que Al-Rabbas Ag Intala, donc le numéro 2 des FLA, a perdu un de ses fils en février pendant les préparatifs d'une attaque contre un convoi de l'Africa Corp. Et il a perdu son fils qui manipulait un FPV explosif et le truc a explosé entre ses mains. Donc juste pour rappeler que la maîtrise est rudimentaire, même s'il y a une maîtrise, elle est rudimentaire et d'un côté, et d'un autre côté, ce sont des gens qui sont même au niveau du commandement donc, et tout, impliqués directement dans les combats. C'est pas quelque chose d'abstrait pour eux. Et donc, de l'autre côté, JNIM a plus d'une décennie d'expérience de mettre des IED sur des convois de l'armée française, donc ça, exactement. Ils savent faire. Ils savent faire et ils savent monter des opérations militaires. De manière beaucoup plus, maîtrisée. Que le FLA. Oui. En tout cas, c'était le cas jusqu'à là. Et puis, on est arrivé à la coordination, là, pendant les attaques coordonnées. Donc, pour l'armement, il n'y a pas de percée conceptuelle.
On parle d'armement individuel classique, PKM, Kalash ou équivalent, RPG-7. Tout monté sur des mobilités moto. Grande mobilité sur des motos, même avec des motos de 12-7 montées sur les motos. Donc, manœuvrabilité, très bonne. Donc, plus évidemment les Tomahawk des djihadistes, donc les kamikazes dans des voitures piégées. Ça, c'était une question que je me posais. Donc ça, on sait que l'État islamique en fait beaucoup. JNIM en fait traditionnellement un peu, mais ça dépend des moments. Et le kamikaze, c'est pas toujours un moyen. Enfin, c'est une denrée rare. Oui. Donc c'est pour ça que je dis les Tomahawk des... C'est ça. Mais le FLA, par exemple, je me demandais, ils font non, ils font pas. Ah bah non, c'est pas du tout le même dogme. Et là, JNIM en a utilisé Il en a utilisé pour l'attaque de Kati. C'est comme ça qu'ils ont tué le ministre de la Défense. Donc ça, à Bamako, quoi. Voilà, ça a marché. Alors que, par exemple, précédente attaque avant celle-là contre Kati, de mémoire, ils ont utilisé 2 kamikazes et ils ont échoué. Ils n'ont pas réussi à rentrer dans l'emprise. Donc, qu'est-ce que ça prouve? Parce que ça ramène à ce qu'on disait, qu'ils ont un rétex et qu'ils ont une maîtrise de la planification qui a été mise à l'épreuve et qui a prouvé être efficace. Par exemple, l'attaque contre Kati, elle était préparée, certes, avec des Google Earth, etc., mais avec un vrai rétex, en se basant sur les échecs passés. Mais comment ils ont réussi à... Je sais juste... Parce que j'ai pas lu de bonne explication de ça, mais comment ils ont réussi à taper le ministre de la Défense? Comment c'est possible? Parce qu'ils ont localisé exactement là où il était, et ils dans ont... le palais? Voilà, chez lui, et ils ont localisé les brèches dans les dispositifs, parce qu'ils ont déjà tenté avant, et ils ont vu pourquoi ça n'a pas marché. Par rapport à l'heure aussi, etc., etc. Donc, en tout cas, j'ai pas le détail exact, évidemment, mais en tout cas, ils ont trouvé la brèche. Oui, et ça a marché, voilà. Et donc le fait d'avoir pu coordonner... Oui, parce que c'est des trucs qui sont difficiles à se représenter, c'est-à-dire les lieux, les espaces, les modes opératoires, de comment on fait pénétrer un kamikaze, qu'est-ce qu'il vise. Je ne sais même pas si c'est un appartement ou une maison ou un palais sécurisé. Il ne faut pas oublier que c'est préparé donc, avec les Google Earth ou équivalent, de 1, et de 2, c'est monitoré par drone. Ça aussi, c'est une capacité qu'ils ont. C'est-à-dire monitorer le champ de bataille avec les drones. On a vu des images, en tout cas j'ai reçu des images, on voyait Al-Rabbas donc à Gintala avec Iyad Agali, le chef du JNIM, en train de regarder la prise de Kidal par drone. Donc un chef du FLA plus le chef du JNIM qui mettait ça sur la télé. Voilà, qui regardait ça sur un écran et qui regardait les forces de l'armée malienne et les forces de Gamou, donc le général Gamou, qui est un général Touareg, qui fuyait la base de la MINUSMA de Kidal même avant le départ des Russes. Et donc, c'est de l'opérationnel, c'est de la planification. Ils arrivent à maîtriser cela et ils ont réussi à faire ça à l'échelle d'un pays. Donc ça, c'est quand même, c'est pas rien. Ils ont réussi à faire ça de manière coordonnée, de manière quasi simultanée à l'échelle du pays. Parce qu'encore une fois, le plus important dans l'affaire, ce n'est pas l'armement qu'on vient de décrire, parce que c'est rudimentaire. Il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. Mais le plus important, c'est les hommes derrière, qui ont réussi à faire une planification et qui ont réussi à coordonner tout ça à l'échelle, encore une fois, à l'échelle du pays, ce qui a obligé l'armée malienne et l'Africa Corps à faire des choix. Et donc le choix d'accepter de se retirer de Kidal, de Tessalit, en ordre, donc sous la protection du FLA, à travers le territoire du JNIM, sans qu'il se fasse tirer dessus. Et donc ça, je ne pense pas que l'Africa Corps l'a fait de gaieté de cœur. Ça amène quand même à une question en retour, en miroir, sur les capacités des forces maliennes, c'est-à-dire ou plutôt sur leur incapacité à voir venir le truc. C'est-à-dire, ils étaient au courant, puisque tout le monde est au courant, qu'il y avait un accord. Mais là, on a l'impression que ça a pris tout le monde par surprise, très fortement. Alors que les Russes n'aient pas beaucoup de relais de renseignements sur place, on peut le comprendre. Les services de renseignement maliens, on en parlait, je crois, la dernière fois d'ailleurs. Enfin, ils ont des liens, ils ont des contacts avec le JNIM et ils n'étaient pas réputés pour être si mauvais que ça. Comment on peut expliquer le fait que les attaques du 25, ça les ait complètement, visiblement pris par surprise? Mais parce que c'est la surprise de la première fois, comme toujours. Ça veut dire qu'ils savaient qu'il y avait cet accord, mais il ne s'était jamais matérialisé. Et eux, ils avaient les moyens et les capacités, donc eux, avec l'aide de l'Africa Corps, de se concentrer sur un front à la fois. Mais 3 fronts à la fois, donc Bamako, le centre et le nord, ils n'ont pas les capacités pour le faire. Donc ils étaient concentrés sur le nord?
quand c'était le coup de feu avec le FLA, ils étaient concentrés sur le nord, et d'ailleurs c'était leur volonté première, et c'est comme ça qu'ils ont délaissé le centre et le sud, où le JNIM a prospéré, parce que tous les forts militaires... Et a fait son quasi-blocus. Voilà, et parce que tous les forts militaires étaient dirigés vers le nord contre les rebelles. Il n'y a pas de... Ensuite, ils ont rapatrié des moyens pour combattre le blocus, l'enserrement de Bamako. Donc ça a relâché centre. là-bas, oui, exactement. Parce que les assets, les moyens ne sont pas infinis. Et d'ailleurs, on l'a vu. Pourquoi ? Encore une fois, ils ont décidé de se retirer de Kidal et de Tessalit, etc., parce qu'ils ont compris qu'il n'y aura pas de soutien aérien. Et sans soutien aérien, ils n'allaient pas faire long feu. Il allait avoir un Tinzouaten bis. Pourquoi ? Parce que le soutien aérien était concentré sur les emprises dans le centre, Sévaré, Mopti, et surtout l'aéroport de Bamako et Kati. Et par ailleurs, parce qu'on dit que les Russes se sont retirés, c'est vrai, ils se sont retirés, mais ils ont rempli leur part du contrat en maintenant le régime et en défendant l'aéroport de Bamako. Il y a eu des combats quand même assez importants. Il y a eu beaucoup de djihadistes qui ont été tués, que ce soit à Sévaré ou à Bamako. Mais ils ne pouvaient pas tout faire à la fois. Et vous pensez que les djihadistes, ils voulaient prendre l'aéroport, ils voulaient prendre Sévaré, ou que c'était clairement une opération secondaire, une sorte de diversion pour permettre... C'est les deux. C'est-à-dire, évidemment, c'est une diversion pour fixer les forces armées maliennes et les Russes, évidemment. Mais en même temps, ils ont pris Sévaré. Donc ils se sont servis dans la caserne, puis ils se sont retirés. Ça, c'est du classique. L'aéroport, je pense... que c'est comme ça qu'ils s'équipent oui, assez régulièrement. Ils prennent des casernes, ils les vident, ensuite ils se barrent pour que... Et ils attendent que l'armée revienne. Pour les réapprovisionner. Voilà, et c'est comme ça tout le temps. Et donc, c'est exactement ce qu'ils ont fait là. Parce que, par exemple, tout ce qu'ils ont pris, Sévaré, même Ombori, après, c'est venu après l'épisode de Ombori, ils se sont retirés de toutes les emprises qu'ils ont pris. Ils n'ont rien gardé. Mais pour revenir à la question, je pense qu'ils auraient quand même aimé prendre l'aéroport. Ils l'ont déjà pris en 2024. Je pense qu'ils auraient aimé le prendre. Ils n'ont pas pu le prendre parce qu'effectivement, l'Africa Corp a défendu bec et ongle l'aéroport. Mais par exemple, Kati, non. Ils n'auraient pas voulu se maintenir à Kati. Une fois le kamikaze rentré, une fois le ministre de la Défense tué, c'était mission accomplie pour eux. Y compris aussi Sévaré prendre la caserne, mission accomplie. Ombori, mission accomplie. Ils ne vont pas rester dans les emprises et prendre les frappes de l'armée malienne derrière. Donc ça, il faut un peu le concevoir. Et donc le game changer dans toute cette histoire, c'est que des villes comme Kidal ont été complètement prises par le FLA et par le JNIM aussi. Et à l'heure où on parle, ils tiennent encore Kidal, ils tiennent Tessalit, ils tiennent Tessit, etc. Donc les changements, si vous voulez, l'impact, disons, politique de tout ce qui s'est passé, ou militaire, stratégique en tout cas, de tout ce qui s'est passé, il est concentré dans le nord. Pour le moment, il n'y a pas d'impact stratégique au centre et autour de la capitale. Donc, paradoxalement, ceux qui ont payé le prix lourd de l'opération militaire du côté du JNIM, donc les Peuls, n'ont pas encore récolté les gains politiques de cet investissement. Pour le moment, les gains politiques sont concentrés au nord. C'est pour ça que la période est très, tout le monde est dans l'attente. Comment ça va se passer ? Est-ce que ça va s'arrêter ? Ou est-ce que ça va continuer pour contenter la composante Peul du JNIM ? Ça amène à des questions sur ce qui est en face, donc, sur l'armée malienne et surtout sur les relations avec les Russes. Alors les Russes, on peut rappeler, c'est quand même pas énorme, c'est 2500 personnels militaires. On peut rappeler, c'est globalement ce qu'ils perdent en une journée en Ukraine. Donc c'est pas un investissement c'est pas un investissement majeur pour les Russes. L'Africa Corps, qui sont pour l'essentiel les successeurs de Wagner, avec quand même des petites nuances, c'est-à-dire Wagner était réputé être beaucoup plus sauvage, etc. Africa Corps, c'est un rebranding. Bon, concrètement, ils ont gardé à peu près les mêmes crimes contre les civils pour ce les mêmes méthodes. Les mêmes méthodes. Mais ils sont moins aventuriers. C'est ça, avec l'idée que ils ont moins de liberté, ils ont moins d'autonomie d'action par rapport à ce que faisait Wagner. C'est d'ailleurs pour ça que le défunt ministre de la Défense n'était pas hyper chaud pour ce changement, donc qui lui était identifié comme le russophile, comme celui qui était au centre de l'arrivée de Wagner au Mali, etc. C'est l'artisan de cette affaire. Ouais. Donc la question c'est, qu'est-ce qui se passe maintenant pour Wagner ? Donc ils sont sur le reculoir avec les forces maliennes. Visiblement, c'est quand même pas la priorité de la Russie, donc il n'est pas évident qu'ils déversent énormément de mercenaires en plus. Il y a leur principal partisan, leur principal soutien dans l'appareil d'État qui a disparu. Voilà, clairement, c'est pas une très bonne phase. Après, la question, c'est qu'est-ce qui vient après pour eux ? Moi, je dirais pas que c'est fini pour eux.
Et la réponse est dans votre question. La mise de l'investissement de Wagner et de l'Africa Corp et de la Russie au Mali, elle est à bas coût. Et le seuil d'acceptabilité de l'attrition dans les rangs est assez élevé. Tinzouaten, ça les a pas fait partir. Donc la mise qu'ils mettent sur la table est tellement basse que les gains, quoi qu'il arrive, sont bons. C'est-à-dire le gain stratégique de l'arrivée de Wagner, c'est la sortie de la France. C'est pas rien pour une mise qui est quasi nulle à la base. Et donc je pense pas qu'ils vont abandonner leur présence au Mali pour cette raison-là et parce que le Mali est leur porte-avions pour toute l'Afrique de l'Ouest, peu ou prou. Et du côté de la junte, Goïta, il est complètement coincé avec ce choix. Parce que, mis à part le fait que les forces occidentales, etc., ont été expulsées, les Américains qui ont essayé de se rapprocher de la junte parce qu'ils ont le souci de leur otage qui est détenu au Mali, n'ont pas eu gain de cause non plus. Dans ce registre-là. Et il y a un retranchement maintenant de la junte qui n'a plus beaucoup d'options à part l'option russe. Et si on pense un peu froidement à ce qui s'est passé, et on rappelle ce qu'on a dit ici plusieurs fois, que l'objectif premier de Wagner, de l'Africa Corp, de la Russie, c'est la sécurisation du pouvoir de la junte au Mali et des deux autres juntes, a priori. C'est pas de combattre les djihadistes. Voilà, c'est pas combattre les djihadistes. Combattre les djihadistes devient en deuxième lieu. Et c'est pour ça aussi qu'encore une fois, ils ont concentré leurs efforts contre les rebelles et pas contre les djihadistes pour le résultat qu'on connaît. Donc si on prend ça comme ça, certes, ils ont quitté le Nord, certes, ils ont échoué face aux rebelles et aux djihadistes, mais ils ont réussi à maintenir le pouvoir et à protéger Goïta, qui, à l'heure où on parle, est toujours le président du pays, et il est même encore ministre de la Défense, parce que... la place était vacante. Voilà, et parce que Camara était un de ses rivaux quand même, un de ses rivaux à Goïta. Vous voyez, donc l'un dans l'autre, ils ont rempli leur part du contrat en préservant ce pouvoir. Après, encore une fois, la situation est tellement fluctuante et tellement tout le monde est dans l'attente qu'on ne sait pas comment ça pourrait évoluer par ailleurs. Mais je ne suis pas de ceux qui disent que ça y est, c'est fini pour les Russes, ils ont perdu la main au Mali et que maintenant c'est fini, ça va dégringoler partout. Donc je pense, en tout cas en ce qui concerne les pays du Sahel, les trois juntes. Non, mais en tout cas ce qui est manifeste, c'est que ça met en évidence que ce qu'ils ont promis quand ils sont arrivés dans la région, de toute évidence, ils n'ont jamais eu les moyens, jamais eu le savoir-faire de le mettre en œuvre sur le long terme. Et là, c'est pour ça que, très cyniquement, mais personne n'a envie d'aller les aider, personne n'a envie de mettre la main dans ce truc-là, parce que c'est le merdier des Russes et de la junte, et voilà. Oui, mais est-ce que ce qu'ils ont promis, encore une fois, était la préservation du pouvoir ou de combattre les djihadistes? C'est dans la communication, c'était on est là pour combattre le terrorisme, etc. Mais dans les faits, ils sont beaucoup moins efficaces que les autres partenaires, donc la France, les États-Unis, l'Union européenne même, et pas mal de programmes quand même. Mais dans les faits, ils sont en capacité de maintenir ces pouvoirs. Donc c'est pour ça Ils ont bien kiffé reprendre Kidal et faire des photos avec, quoi. Eh bien voilà, parce que c'est ce que voulaient les Maliens, c'est ce que voulait la junte malienne, ce que la France ne leur a pas donné, vous voyez. Donc, mais paradoxalement, pour nuancer un petit peu ce que je dis, donc même si l'actuelle junte au Mali est coincée avec le choix russe, même si ce choix est peut-être le même au Burkina et à moindre mesure, mais encore peut-être le même au Niger, l'attractivité de l'offre russe, de fait, elle est moindre pour des pays qui auraient été tentés, comme le Tchad, comme le Togo, etc. Et donc là, il y aura évidemment des effets parce qu'en termes d'efficacité, froidement parlant, on n'y est pas. Ça m'amène à... Enfin, ça pose la question quand même de l'équilibre, du point d'équilibre de la vie politique malienne et bamakoise, quoi. Parce qu'on sait que... On ne sait pas, mais que... Enfin, c'est quand même... ce qui se passait dans le Nord, qui a provoqué des mouvements dans le Sud, qui ont provoqué les différents coups d'État, etc. Donc, souvent, on présente le fait que Bamako, c'est Bamako, et c'est pas exactement le Mali dans son entièreté, et qu'il y a une vie politique, il y a des remuements à Bamako qui sont pas forcément représentatifs de l'ensemble de la vie politique malienne, mais manifestement, ce qu'il y a dans le Nord et sur l'intégrité du territoire a beaucoup joué depuis il y a quelques années sur les équipes politiques à l'échelle de la capitale. La question, c'est à quel point est-ce que la capitale, qui a quand même été plus ou moins sous blocus, plus ou moins fermée,
où il y a du JNIM qui est pas loin, où le Nord est en train, si ce n'est d'être perdu, d'être, en tout cas, la prise s'affaiblit grandement. Voilà, quelle est, à votre avis, la stabilité politique de la junte dans un contexte comme ça, avec une opinion publique qui, après tout, a quand même a prouvé en tout cas des coups d'État pour moins que ça, probablement. En tout cas, les gens constatent que les promesses ne sont pas tenues, qu'effectivement il y a blocus, qu'effectivement le gasoil devient plus cher et que le cœur de la propagande de dire on récupère le territoire, on récupère Kidal, c'est fini. Donc évidemment ça va créer des remous, et ça, la junte en est consciente, et c'est pour ça qu'il y a eu des rafles hier, il y a une campagne d'arrestation, des opposants encore mis en prison, et donc l'espace d'expression, si c'est ça la question, des populations bamakoises ou dans le sud du pays n'est pas si énorme que ça. Et il faut imaginer aussi qu'il y a quand même une sorte de propagande qui continue de marcher et qui consiste à dire on n'est pas en train de se battre contre des rebelles et des terroristes, on est en train de se battre contre la France un jour, contre l'Algérie un autre, contre la Côte d'Ivoire un autre, contre la Mauritanie un autre. Donc le populisme prend encore, et c'est là où la mise en épreuve réelle viendra le jour où vraiment le JNIM toquera aux portes de la capitale. Ça veut dire là, les populations auront besoin d'une sorte de relais ou de garant pour éviter un massacre ou que le sang coule à outrance dans la capitale. Et c'est là que d'autres acteurs politiques pourraient jouer un rôle. Et par exemple, l'imam Dicko, en exil à Alger, pourra jouer un rôle. Mais en tout cas, pour le moment, on n'y est pas. Parce que même au sein des oppositions maliennes qu'on vient de citer, que ce soit Omar Mariko d'obédience marxiste, l'imam Dicko d'obédience islamiste, ou les autres opposants comme Sissoko du CFR qui est chrétien, ces gens-là savent qu'il n'y aura pas de résultat avec la junte, qu'il faut qu'ils se mettent d'accord sur un projet. Mais ce projet, peine à se matérialiser pour multiples raisons, et l'effet militaire de ce qui s'est passé il y a une semaine, en tout cas, ne fait pas que ce projet se matérialise plus vite. On est dans une période, encore une fois, d'attentisme, quoi. Ça veut dire les seuls qui assument l'alliance avec le JNIM, ce sont le FLA, et le JNIM qui a fait appel sur appel à la société civile, aux syndicats, pour une gouvernance juste, pour se débarrasser, ce sont ces termes, pour se débarrasser de la junte, etc. Il y a des gens qui essaient de nouer avec lui, dont des opposants, mais très peu de gens franchissent le pas. Par exemple, je parlais de Omar Mariko. Donc Omar Mariko, il est en exil, il est quand même rentré illégalement au Mali, il a 67 ans. Encore une fois, c'est un marxiste. Il est allé dans le territoire de l'État islamique. Il a été 3 fois candidat à la présidentielle, député, etc. Donc, c'est quelqu'un de très connu au niveau local. Il est rentré illégalement au Mali, parce qu'il est banni par la junte, dans le territoire de l'État islamique. Il a vu 17 otages maliens, des militaires et des fonctionnaires, et un Chinois. Il a négocié des libérations. Et comme geste, disons, de bonne volonté, il a réussi à en sortir 4. Négocier comment ? Négocier quoi avec l'État islamique ? Non, avec le JNIM. Avec le JNIM, d'accord. J'ai dit JNIM. Ouais. Non, vous avez dit en territoire de l'État islamique. Ah, en territoire du JNIM. Non, en territoire du JNIM, pardon. En territoire du JNIM, et donc il a réussi à en sortir 4. Et donc, pourquoi ? Parce que le JNIM aussi cherche aussi à gagner les cœurs et les esprits, et donc à trouver un accord politique plus large que son propre bassin, plus large que le bassin même islamiste, parce que sans ça, il ne pourra pas rentrer dans une sorte de gouvernance, soit qu'elle soit collégiale ou pas, et sans ça, il ne pourra pas faire tomber la junte, en tout cas à l'heure où on parle. Mais en même temps, si les opposants n'arrivent pas à un consensus entre eux pour voir quoi présenter au JNIM, le JNIM peut attendre. Non, et puis empiriquement, c'est plus difficile de faire une opposition, voire un mouvement populaire, voire un soulèvement qui amène à un coup d'État face à une junte militaire que face à Ibeka soutenu par les Français. Absolument. Qui lui imposent un semblant au moins de démocratie. Enfin bon, à l'époque, disons, il y avait des pressions extérieures qui faisaient que ça pouvait pas être un régime autocratique. Manifestement, il n'y a plus le même genre de barrière là-dessus, donc c'est beaucoup plus difficile évidemment de s'organiser comme opposition. Absolument, et c'est pour ça que la junte a fait très vite de se débarrasser de la France et de trouver un partenaire qu'il ne l'embête pas dans ce registre-là. Droits de l'homme, démocratie, élections, etc.
Mais bon, ça appartient à l'histoire maintenant. Alors, du coup, se pose la question aussi des acteurs tiers, dont on a déjà commencé à en citer quelques-uns. Donc, on a déjà cité l'Algérie au début, on a cité aussi rapidement la Turquie, il y a la Mauritanie, enfin, qui sont en fait tous des gens qui ont un intérêt plus ou moins direct à ce que ce soit pas trop le bordel. Enfin, il y a aussi évidemment l'Alliance des États sahéliens, donc les dictatures du coin, avec le Niger et le Burkina Faso. Eux qui n'ont pas fait grand-chose, mais ils n'ont pas les moyens de faire grand-chose. Oui, c'est pas la volonté qui manque, je pense que c'est les moyens, c'est tout. Faut Puisque pas non plus, on en parlait la dernière fois, l'attaque de l'État islamique sur l'aéroport de Niamey montre qu'au Niger, ils n'ont pas la situation bien en main. Et au Burkina Faso, pas non plus, à vrai dire, parce que... Je dirais pas que la volonté manque, ils n'ont pas les moyens. Déjà, ils n'arrivent pas à contrôler leur propre territoire. Ils n'ont pas de moyens à léguer pour aider les Maliens sur le territoire malien. C'est-à-dire, toutes ces capacités, qu'on voit dans la propagande sont sur le papier. Dans les faits, ça n'existe pas. Ils n'ont pas les moyens de faire une coordination militaire, etc., entre les trois pays. Ni les moyens, ni les hommes, ni le matériel. Donc ça pose la question des acteurs extérieurs. Donc on a dit, peut-être que la situation recentre un peu l'Algérie dans le jeu malien, parce que, c'est en tout cas une hypothèse qu'on peut faire, parce que, mine de rien, ils ont potentiellement un poids sur le FLA, etc. Après, ça a été tellement virulent il y a quelques mois entre la junte malienne et l'Algérie que c'est pas forcément ceux avec qui la junte a le plus envie de discuter, mais c'est quand même un acteur local. Il y a la Mauritanie. Mauritanie, on en parle de temps en temps dans ce format, mais Mauritanie, c'est un exemple quand même assez étonnant. Donc, depuis ce qui était vraiment le pays quasiment le plus dans la merde il y a 15 ans, et qui, depuis 2011, à cause d'un accord, etc., ça s'est stabilisé. Pas sur une gouvernance laïque et démocratique exactement, mais ça s'est stabilisé par rapport à ce que c'était. Donc, ils ont une certaine expérience sur comment on stabilise les choses. C'est peut-être pas une démocratie libérale, mais les gens meurent pas, ce qui est déjà un mini-résultat quand même. Voilà, mais en même temps, la Mauritanie, c'est pas exactement les États-Unis en termes de moyens ni d'influence. Donc, oui, la Mauritanie, elle ne peut pas, ça veut dire, l'exemple mauritanien est un exemple viable, mais la Mauritanie, ça veut dire, elle ne peut rien faire si elle n'a pas de mandat. Donc de mandat accepté par les pays de la région, que vous citez, et sponsorisé par les puissances étrangères. C'est-à-dire la Mauritanie peut servir, disons, de plateforme de négociation, de discussion, que ça soit concernant le Mali ou le Sahel et plus largement, mais il leur faut un mandat. Ils ne peuvent pas faire tout seuls. Et d'ailleurs, on voit quand d'autres acteurs jouent ce rôle même avec un mandat international comme le Qatar, ils finissent par en payer le prix. Donc c'est pas si évident que ça déjà de convaincre les Mauritaniens de rentrer dans cette danse-là, mais ils pourraient jouer un rôle dans la paix, comme on dit, c'est-à-dire pour la stabilisation et la paix. Et du coup, ça renvoie vers des acteurs plus lointains. Vous avez commencé, donc il y a les Qataris, il y a les Émiratis, qui jouent un rôle traditionnel dans la région. Enfin, ça fait, disons, quelques années qu'ils s'y essayent. Ensuite, quelle est leur influence et quelle est leur capacité de parler à tout le monde ? C'est pas très évident à ce rôle-là, mais en même temps, ils ont des moyens, eux. Ils ont des moyens, mais ils sont occupés, là, disons, par ce qui se passe à côté de chez eux. Je sais que les Qataris ont fait missive sur missive pour essayer de sortir le président Bazoum, qui, rappelons-le, toujours est détenu chez lui à Niamey par l'actuelle junte. Ils n'ont pas réussi, Même que le mandat de Bazoum s'est terminé, mais ils n'ont quand même pas son mandat présidentiel, qu'il a perdu, mais il est terminé. Il n'a pas pu sortir. Les Émiratis... On sait ce qu'ils veulent, la junte, d'ailleurs. Écoutez, c'est difficile à dire. Pourquoi il ne le libère pas ? Je pense que pour Tchiani, qui est à la tête du pays, avoir Bazoum, c'est le Graal, quoi. S'il n'a pas Bazoum, c'est lui qui va se prendre un coup d'État derrière. C'est un peu ça, quoi, malheureusement. C'est son assurance vie personnelle. Pour les Émiratis, la dernière fois qu'on les a entendus sur la zone, c'était pour libérer un des leurs, avec une rançon record qui a été payée. Vous racontiez cette histoire incroyable de mec qui s'est fait prendre en otage parce qu'il pensait que c'était un asset militaire et parce qu'il avait des avions. Exactement. Et en fait, ils sont aperçus après que c'était le cousin d'un... C'est l'oncle du ministre de la Défense émirati, c'est pas rien.
l'oncle ou le grand-oncle, mais en tout cas, il faisait partie de la famille du ministre de la Défense émirati et donc de la famille royale. Hein. Et donc, rançon record, 50 millions. Et donc, ça, la dernière fois que les Émiratis se sont aventurés là-dedans que je sache. Donc, en même temps, on comprend aussi que les pays n'ont pas trop envie de se mêler. Parce que même l'Algérie que vous avez citée, ils n'ont pas trop envie de s'en mêler. C'est-à-dire même quand il y a eu sans entrer trop dans le détail, des tentatives, disons, de discussion entre certains opposants et le JNIM, c'était pas du bon goût de l'Algérie. Donc il ne faut pas non plus imaginer que les acteurs régionaux sont très proactifs. Parce que c'est quand même quelque chose qui est assez difficile à gérer et qui pourrait avoir par ricochet des incidents dans chaque pays respectif. Donc c'est ça aussi que j'essaie de vous expliquer. Effectivement, il y a des brokers régionaux avec des intérêts parfois divergents, Algérie, Maroc, etc. Mais c'est tellement un bourbier, le Mali et le Sahel, que personne n'a envie vraiment de s'en mêler et de s'y investir. Si on continue à s'éloigner, donc, il y a la Turquie qui joue un rôle qui n'est pas nul parce que notamment ils envoient pas mal de drones, et les Bayraktar, autant en Ukraine ça marche plus. Les Akinci, Bayraktar, autant là ça marche bien. En fait, c'est efficace et c'est suffisamment pas cher pour être vraiment ça marche, ça marche, mais c'est pas la baguette magique, quoi. C'est-à-dire même le fait d'avoir des Bayraktar et des Akinci et même avant les coups d'État. Parce qu'ils les ont acquis, ils ont commencé à en acheter avant. Et ça, on peut dire simplement, les pays qui se fournissent des Bayraktar, c'est un très bon indice des sphères d'influence, de la sphère d'influence turque qui s'élargit considérablement à toute l'Afrique, justement par cette fourniture de drones, et c'est un vrai truc qui est... Parce que ça répond à une demande. Ça répond à une demande, mais c'est pas une baguette magique. Ça veut dire aujourd'hui, malgré la présence des drones turcs, qui ont quand même des munitions qui coûtent assez cher, donc il y a des choix et des arbitrages à faire, on est dans quasi une no-fly zone sur les 3 pays du Sahel, depuis le départ des forces françaises et américaines donc d'Agadez. Et c'est ce qui explique aussi en partie pourquoi les djihadistes arrivent à se mouvoir dans cette zone, que ce soit État islamique ou JNIM, de manière quasi libre. On peut citer d'ailleurs que la semaine dernière, c'est un hélicoptère de mémoire russe qui s'est fait taper par un manpad lors des attaques au Mali. Donc voilà, il n'y a pas de supériorité, il n'y a pas les moyens suffisants pour être tranquille dans les airs. Exactement, et ce qui permet aussi au groupe djihadiste de s'attaquer à des emprises, à bivouaquer à 10-20 km, quoi. Donc c'est pas on attaque, on s'éparpille parce que le ciel est quadrillé, etc. C'était comme c'était à la grande époque de Barkhane où on l'a raconté 20 fois ce micro. C'est les motos qui se réunissent à un moment, qui s'éclatent, qui se retrouvent. Maintenant, ils peuvent faire des caravanes et faire des bouffes entre copains. Et même, ils peuvent se livrer bataille entre eux, tranquilles, sur des étendues énormes dans le secteur d'Ansongo ou au nord-est du Burkina. Et même, ils ont eu le loisir dernièrement de se battre à la frontière entre le Burkina et le Niger, à Petelkolé, et même de se battre au nord-ouest du Nigeria, entre JNIM et État islamique. Donc ça en dit long sur la capacité de mouvement. Et donc, qui dit capacité de mouvement, dit capacité de réunir des forces pour faire une planification et monter des opérations militaires efficaces, ce qui nous ramène à quoi ? Aux attaques coordonnées à l'échelle d'un pays, quoi, qui ont eu lieu dernièrement et qui font qu'on est en train d'en parler là. Donc si vraiment le ciel était quadrillé, ne serait-ce qu'en rance, sans dire quadrillé de manière militaire avec des frappes, ils n'auraient pas eu le temps ou n'auraient pas pu se réunir, se rassembler, monter les opérations et attaquer en même temps et prendre tout le monde par surprise quand même. Oui, et les deux qui matent les attaques sur un écran, ils seraient pas restés longtemps sur place. Mais, peut-être. Mais non, mais ce qui pose la question, donc si on cherche encore plus loin, les pourvoyeurs de sécurité potentiels, la Russie, on a compris que là, ils plafonnaient un peu, ils n'allaient pas forcément mettre plus. Évidemment, il y a, la France, faut pas trop nous appeler en ce moment, même si visiblement il y avait des réactions qui étaient attendues de la France. Oui, mais pourquoi faire ? Ça veut dire quand la France avait encore quelqu'un à l'ambassade qui était là, qui faisait liaison pour aider
les militaires maliens, ils l'ont mis en prison. Ça, c'est un agent de la DGSE. Et il est toujours en prison, non ? Bon. Oui, il est toujours en prison. C'est un agent de la DGSE qu'on n'arrive pas à voir parce qu'il est en prison depuis plusieurs mois. Voilà. Donc, comment ils veulent que la France aille les aider ? C'est quand il y a un représentant des autorités françaises sur place, il finit en prison. Et il y a eu cet épisode, il y a eu l'épisode aussi au Burkina, où 4 aussi agents de la DGSE ont été emprisonnés, etc. Donc, qu'est-ce qui est attendu et pour quel résultat ? Ça veut dire soutenir les jeunes à bout de bras alors qu'ils font partie du problème ou qui sont le problème maintenant. Qui a envie de faire ça ? Si vous lisez le dernier rapport de Human Rights Watch sur les morts civiles au Burkina Faso en 2023 et 2025, on parle de 1800 et quelques morts. 1200, c'est par la main des forces armées et des milices supplétives. Donc 3 fois plus que ceux qui ont été tués par les djihadistes. Donc qui est le problème ? Donc au moins, il pose un problème équivalent. Parce qu'il renfoule les rangs des djihadistes et il tue des civils. Et ça concerne Mali et Burkina Faso. À moindre mesure, le Niger, parce que c'est des grandes étendues. Et donc le problème ne se passe pas de la même manière. Mais en tout cas, qui a envie de soutenir les jeunes à bout de bras et avoir le résultat qu'on a aujourd'hui encore et encore et encore ? Peut-être Donald Trump, parce que non mais c'est à moitié une blague, mais c'est pas les scrupules démocratiques qui l'étouffent d'une manière générale. Et il y a quelques mois, je pense qu'il y avait cette lettre plus ou moins vague du département d'État disant que il voulait créer de nouveaux liens avec les gens. Oui, et c'est vrai juste que pour le coup, dans l'océan des moyens américains, c'est une goutte d'eau. Mais qu'est-ce qui intéresse les Américains ? C'est leur otage au Mali. Est-ce que la main tendue des Américains a été reçue favorablement par la junte malienne ? Non. La réponse est non. Ils n'ont pas pu faire DSR. À cause de l'influence russe ? Mais parce qu'ils veulent rester du côté des Russes et ils ne veulent pas que les Américains, un jour ou l'autre, viennent les embêter avec les élections. Et voilà, ils n'ont pas voulu de ça. Voilà, l'inquiétude est faible avec cette administration. L'inquiétude est faible, mais aussi, est-ce qu'ils mettront dans la balance, disons, la relation avec les Russes ? Je ne pense pas. Donc c'est ça, et après, c'est quoi le but final recherché ? Pour les uns et pour les autres. Même si ça veut dire aujourd'hui les Américains décident de dire ok, on va s'investir sur place, est-ce qu'ils vont s'investir de la même manière qu'ils le faisaient avant ? C'est-à-dire la base d'Agadez, ça leur a coûté des millions de dollars. Et moi, j'ai eu un débat avec... Donc ça, rappelons, c'était la base des Reapers, notamment. Qui rayonnait sur toute la région, sur la Libye, voilà. Et c'est pour ça que les Américains, quand la France s'est fait chasser plus ou moins rapidement, ils ont joué un jeu un peu trouble pendant quelques semaines, disons, parce qu'ils avaient l'espoir, ils ne savaient pas trop ce qui allait se passer, ils avaient plus ou moins l'espoir de garder la base d'Agadez, parce que c'était quand même pratique, et ils avaient dépensé beaucoup d'argent pour ça. Ils ont quand même, à l'époque, pour garder la base, permis le déploiement des forces spéciales américaines à Wallam et à Yoru pour remplacer les forces spéciales françaises, ce qu'ils n'avaient pas fait depuis 2017. Et la bataille de Tongo, là, ils ont perdu 4 bérets verts de mémoire et 4 militaires nigériens. Ils ne déployaient plus d'hommes au sol depuis 2017. Mais dans l'espoir de garder la base, au départ des Français, ils ont redéployé des gens au sol. Et ça n'a pas réussi. Pourquoi ? Pour la simple raison que les juntes du Sahel cherchent des partenaires qui aident à sécuriser le pouvoir, pas à combattre les djihadistes. Donc certes, ils vont combattre les djihadistes, mais ce n'est pas en priorité. Et donc les partenaires qui sont à même d'assurer cela, ou de promettre cela, sont les partenaires de choix. Donc, en l'occurrence, les Russes, voire les Turcs à moindre mesure. Et peut-être tout dernier point sur l'État islamique. Donc on a vu la dernière fois, leur grand fait d'armes des derniers mois, c'est quand même la base de Niamey. Là, il y a cette alliance, en tout cas cette convergence entre le FLA et le JNIM qui les met un peu en jeu au Mali. En même temps, ils ont du boulot au Burkina et au Niger, donc ils ne sont pas désœuvrés. Mais structurellement, il suffit de voir les régions de leur présence sur une carte. Manifestement, si le FLA et le JNIM sont plus ou moins en convergence, ça fait une sorte de glacis qui les empêche de se recentrer, de revenir plus à l'ouest dans le Mali. Voilà, disons, qu'est-ce qu'on peut dire de la dynamique actuelle de l'État islamique qui, après son coup au Niger, où est-ce qu'ils en sont, quoi ? Ils restent fidèles à eux-mêmes. Par ailleurs, dans leur édito de leur magazine qui sort toutes les semaines à Naba,
l'édito était consacré à cette alliance entre le FLA et le JNIM, où il qualifiait les deux de déviants apostats, et il disait, on vous avait dit, regardez, les gens d'Al-Qaïda se renient et s'allient avec les apostats laïcs, etc. Donc tout un pamphlet autour de cela, et c'est attendu. C'est pour ça. Ça ouvre sur un, même si on va terminer dessus, ça ouvre sur un volet un peu méconnu, disons. On demande, beaucoup demandent ou réclament, dire, il faut que le JNIM se dissocie d'Al-Qaïda pour qu'il soit un acteur avec lequel on peut parler. Mais, à l'heure où on parle, si le JNIM se dissocie d'Al-Qaïda, de manière brutale, disons, sans que ça soit chariatiquement justifié, etc., il risque de perdre une bonne partie de ses troupes au profit de l'État islamique. Parce que vous parliez de Glassi tout à l'heure, certes, mais rappelons que FLA et JNIM ont échoué face à l'État islamique à Ménaka, mais là où le JNIM a réussi à faire un barrage contre l'État islamique pour ses propres intérêts, avant tout, parce que le plus grand danger pour le JNIM, c'est l'État islamique et vice-versa, c'est en faisant la course à la nouvelle zone des trois frontières, Bénin, Niger, Nigeria. Donc ceux qui font barrage, paradoxalement, aujourd'hui, à l'État islamique dans sa descente vers le golfe de Guinée, parce qu'il s'était déjà implanté à un moment au Bénin, qu'il était repoussé par le JNIM, c'est le JNIM. Donc ça pose un dilemme et un paradoxe réel aux pays de la région et aux acteurs internationaux de dire, est-ce qu'on accepte de discuter avec le JNIM parce qu'il souhaite discuter pour une résolution de conflit et arriver à quelque chose de, disons, pour baisser du moins la tension, mais ce qui va le rendre un interlocuteur politique, donc reconnu directement et donc plus fort politiquement, ou est-ce qu'on va pas le faire et on va laisser ce potentiel élargissement de l'État islamique frapper aux portes des golfes de Guinée sans qu'on ait essayé cela. Par ailleurs, on peut signaler qu'il y a toute une dimension ethnique là-dedans, qui est le recrutement de l'État islamique chez les Peuls, qui est très fort au Burkina Faso et au Niger, qu'il est moins au Mali parce que c'est JNIM qui recrute chez les Peuls. Mais c'est des choses qui peuvent aussi changer. C'est aussi, s'il suffit que JNIM foire son coup et les djihadistes Peuls peuvent aussi passer dans un camp ou dans l'autre. Ouais. Donc c'est aussi un truc un peu fragile pour le JNIM. C'est un truc très fragile et c'est pour ça que je disais, exactement pour ça que je disais que s'il y a dissociation de cette nébuleuse d'Al-Qaïda, qui est quand même une association assez, disons, théorique, parce que comme le Front al-Nusra en Syrie, le JNIM au Sahel n'a jamais préparé d'attentat à l'international, hors zone Sahel, etc. Donc, mais si la dissociation se fait de manière brouillonne, évidemment, ça peut siffler les effectifs au profit de l'État islamique, et on parle, vous faites bien de le rappeler, d'effectifs Peuls. Parce qu'aujourd'hui, le bassin de recrutement de l'État islamique, ça ne va pas au-delà des Peuls Tolobé, donc du Niger. Et donc, de fait, les autres sont loyaux au JNIM. Et aussi, ce qui est aussi assez paradoxal, que parmi les high-value targets, ça veut dire les gens qui étaient à la tête des personnes à cibler, il y avait Yad Dagali, évidemment, mais il y avait aussi Mohamed Koufa. Donc, Mohamed Koufa et Ja'far Diko au Burkina Faso, les deux figures Peuls, qui tiennent aujourd'hui donc tous les Peuls du JNIM. Donc ça aussi, c'est à réfléchir, parce que si ces gens-là n'étaient plus là, qu'est-ce qu'on en sait de où est-ce que ces potentiels recrues Peuls, ou c'est déjà djihadistes Peuls, iraient? Vous voyez, donc pour le moment, on n'a pas eu de défection de masse. Il y a eu une seule défection au Burkina, donc d'un commandant avec son garde du corps qui ont rejoint. On en parlait la dernière fois, celui qui faisait des audios WhatsApp pour expliquer. Exactement, voilà. Donc il n'y a pas eu de mouvement de masse par rapport à ça, mais évidemment que tout peut arriver. Et donc, il se terminait par quelque chose aussi d'intéressant, comme je disais tout à l'heure, dans la dernière séquence là qu'il y a eu au Mali, les gains politiques récoltés sont dans le nord. Donc par le FLA et la composante JNIM du Nord. Alors que ceux qui ont payé le prix le plus lourd, c'est la zone centre et Bamako, donc ce sont les Peuls. Pour le moment, ils n'ont pas récolté de gains politiques par rapport à ça. Donc comment les choses vont évoluer, c'est très important. C'est-à-dire, est-ce que ça va accumuler de la rancœur vis-à-vis du FLA? S'ils ne trouvent pas leur compte, pas encore vis-à-vis de la FLA, s'ils ne trouvent pas leur compte dans la dynamique actuelle, ils iront la chercher ailleurs. Et donc c'est ça aussi qu'il faut juguler. C'est pour ça que ce que je dis et ce que je développe aussi dans le papier que j'ai écrit pour West Point, je dis qu'il faut... Je vais préciser, je le mettrai évidemment en référence, c'est un entretien très long que vous avez fait avec le Combating Terrorism Center de West Point, donc l'école militaire américaine, qui est extrêmement, en anglais évidemment, mais qui est extrêmement intéressant, où vous détaillez tout ça. Exactement. Donc c'est ce que je disais, c'est que il faut faire le deuil
du contre-terrorisme, du tuer-les tous et que la solution sera que militaire, ou à travers les acteurs internationaux directement ou à travers les États directement, parce qu'on a vu ce que ça a fait au Sahel. C'est-à-dire monter en épingle les militaires, ça n'a pas donné des résultats, ça a fait effet inverse. Il faut revenir à quelque chose qui est de l'ordre de la contre-insurrection, où les négociations, le politique, ne sont pas tabous. Soit avec un acteur aujourd'hui djihadiste qualifié de terroriste comme le JNIM, mais il faut que ça soit mis sur la table. Et si ça ne marche pas, tu reviens aux anciennes méthodes. On voit le résultat en Syrie. Il y a eu un acteur djihadiste qui aujourd'hui a été délisté, qui est reconnu par le monde entier, et ça a ramené aussi une certaine stabilisation, et ça l'a ramené lui-même à revoir ses préceptes et à sortir de cette nébuleuse. Donc, je ne dis pas que c'est la même chose. C'est très différent, le Mali, la Syrie, l'Afghanistan, etc. Mais on a des exemples maintenant. Un exemple qui a été rejeté par le monde, celui des talibans, même s'il y a moins de morts aujourd'hui, et c'est stabilisé, mine de rien. La Syrie, un exemple accepté, accueilli par le monde, mais on ne va pas répéter ce qui s'est passé en Syrie. Donc ce sont des blueprints. Est-ce que c'est possible ailleurs, au Sahel? C'est possible, mais il faut voir comment. Et sous quelles conditions, et quelles seraient les conséquences pour les acteurs et pour les populations sur place. Mais on ne peut pas rester dans l'option, c'est tout militaire, soutenir les juntes à bout de bras, éviter le state collapse, comme on dit, mais l'effondrement des États. Mais est-ce que les 3 États au Sahel ne sont pas déjà effondrés quand des gouvernements et des juntes règnent sur leur capitale et rayonnent en région de temps en temps? Est-ce qu'on n'est pas déjà dans le state collapse, et faut-il pas, dès maintenant, trouver des solutions pour l'après, sans forcément retomber dans les erreurs d'avant ou sans forcément soutenir à bout de bras des gens qui ne cherchent pas à combattre ce phénomène, mais qui cherchent juste à se maintenir au pouvoir. Merci beaucoup, Wassim Nasr. Merci. Donc je rappelle, on peut évidemment vous retrouver sur France 24 vos articles et vos interventions sur France 24, et puis je mettrai effectivement en lien évidemment ce très long article que vous venez de publier, et je pense que vous allez publier aussi des choses avec le Soufan Center où vous êtes Senior Research Fellow, donc de la lecture en anglais de votre plume prochainement. Merci beaucoup. Merci. Je vais préciser à tout hasard que évidemment il y a une version vidéo de cet épisode, et que dans la version vidéo je vais mettre des cartes, ce qui peut, pour les gens qui n'ont pas la même familiarité avec la géographie. Averti quand même. Oui, bah oui, mais je pense que ça peut être utile pour visualiser pour les gens qui ne connaissent pas, comme le dos de leurs mains, le Sahel, comme vous, de voir où est tout ça. Donc vous pouvez retrouver la vidéo évidemment sur YouTube, mais aussi sur Apple Podcast et je crois sur Spotify aussi, où vous pouvez passer de la vidéo à l'audio très facilement. C'était donc le Collimateur, un podcast produit par Alexandre Lublin, distribué par Binge Audio. Comme d'habitude, remarques, commentaires, tout ça, c'est sur les outils de Spotify, surtout de YouTube. Grand merci à tous ceux qui commandent juste pour l'algo. Et aussi sur les réseaux sociaux ou par mail du Rubicon. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.